Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau point d'actualité consacré à la sécurité civile. Aujourd'hui, je vous propose de revenir comme d'habitude sur les faits les plus marquants sur la période du 15 au 31 mars 2026, avec la logique habituelle, c'est-à-dire d'abord la France, ensuite l'Europe, puis tout ce qui s'est passé dans le monde. L'objectif, comme toujours, n'est pas de faire une simple revue de presse. L'idée, c'est de comprendre ce que cette quinzaine nous dit vraiment de l'état de la sécurité civile aujourd'hui. Comment les systèmes se préparent, comment ils réagissent, comment ils tiennent sous contrainte, et ce que ces événements révèlent en profondeur sur la protection des populations. Et vous allez voir que cette deuxième quinzaine de mars est particulièrement intéressante. En France, on est moins dans le spectaculaire que dans le structurant. Des textes réglementaires, préparation capacitaire, débats sur l'organisation du secours d'urgence, conditions opérationnelles des agents et transformation progressive par les technologies. Si on dézoome un peu, en Europe, l'Ukraine continue de montrer ce que signifie protéger une population quand les infrastructures vitales sont touchées. Et en allant encore un cran plus haut, dans le monde, on retrouve des conséquences beaucoup plus dures avec la guerre au Moyen-Orient, des crises de déplacement, des atteintes aux structures de santé, un incendie industriel majeur en Corée du Sud, des inondations très meurtrières et plusieurs signaux forts sur la vulnérabilité des systèmes de réponse. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle tout de suite que la newsletter PDF est disponible dans la description de la vidéo juste en dessous. Elle reprend l'ensemble de cette synthèse avec bien évidemment tous les liens pour que vous puissiez approfondir chaque sujet, notamment si vous voulez passer un concours prochainement. Commençons donc par la France. Ce qui frappe sur cette quinzaine, c'est qu'on n'a pas un grand événement unique qui écrase tout le reste. En revanche, on a plusieurs signaux très importants qui, mis bout à bout, disent beaucoup de l'évolution actuelle de la sécurité civile française. Le premier signal, c'est la série de textes publiés entre le 18 et le 26 mars. Le 18 mars, un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est publié au journal officiel. Il reconnaît officiellement les dégâts subis depuis 2023 par de très nombreuses communes. Le même jour, le bataillon des marins-pompiers de Marseille est habilité pour les formations au premier secours. Et le 21 mars, la loi relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est publiée après validation du Conseil constitutionnel. Plus proche de nous, le 26 mars, c'est la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui est à son tour habilitée pour les formations au premier secours. Pris séparément, c'est peut-être anodin, ce sont des textes techniques. Mais si on les regarde ensemble, ils racontent quelque chose de très clair. La sécurité civile française continue de consolider son socle. Derrière l'arrêté de catastrophe naturelle, il y a la reconnaissance institutionnelle de crises déjà vécues localement, avec tout ce que cela implique en matière d'indemnisation, de réparation et de résilience. Derrière les habilitations du BMPM et de la BSPP, il y a la montée en compétence de la population et la diffusion des savoir-faire des secours. Et derrière la loi JOP 2030, il y a évidemment un sujet beaucoup plus large que l'événement sportif lui-même. Planification, sécurité, coordination interservices, protection des sites, gestion des flux, capacité de monter en puissance. Autrement dit, cette séquence rappelle une chose simple. La sécurité civile, ce n'est pas seulement l'intervention, c'est aussi un système de préparation. C'est donc la montée en compétence de l'ensemble des effectifs du BMPM et de la BSPP en matière de secourisme qui importe. Le deuxième sujet français, et pas des moindres, à mon sens, est le plus important sur le plan doctrinal. C'est le débat autour du contrat territorial de secours d'urgence, le CTSU. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France défend une coordination renforcée sous l'autorité du préfet. En face, une partie des urgentistes, du SAMU et des ambulanciers y voient un risque de déséquilibre au détriment de la logique médicale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un débat secondaire. Ce n'est pas une querelle de chapelle. C'est un débat sur l'architecture même du secours à personne. Qui pilote? Qui coordonne? Qui arbitre? Comment s'articule la chaîne entre l'alerte, la régulation, l'engagement des moyens et finalement la prise en charge? Et ça c'est fondamental, parce qu'un système de secours peut être bien doté en personnel et en matériel, mais perdre en efficacité si sa gouvernance devient confuse. En matière de secours, l'illisibilité organisationnelle coûte toujours cher, forcément. Et pour des candidats à des concours, c'est typiquement le genre de sujet à maîtriser. Non pas pour réciter un texte, mais pour montrer qu'on comprend qu'aujourd'hui, les enjeux du secours dépassent largement la seule intervention technique. Ils touchent à la doctrine, à la coordination, au commandement et à la place de chaque acteur dans la chaîne des secours. Troisième sujet important, la condition opérationnelle et plus largement la protection des sapeurs-pompiers eux-mêmes. La polémique sur la nouvelle tenue des sapeurs-pompiers continue de prendre de l'ampleur pendant la quinzaine. Plusieurs retours terrain parlent d'une tenue trop chaude, trop lourde, trop lente à enfiler, on l'avait abordé la dernière fois. Et là, il faut être très clair. Ce n'est pas un sujet de confort, c'est un sujet opérationnel. Quand un équipement est perçu comme inadapté, il peut dégrader la rapidité du départ, la mobilité, l'adhésion des agents et au bout du compte la performance opérationnelle elle-même. Une tenue, ce n'est jamais juste un vêtement. C'est un EPI, équipement de protection individuelle. C'est un compromis entre protection, ergonomie, rapidité et aussi acceptabilité. Dans la même quinzaine, on a aussi des signaux très préoccupants sur la protection des agents. Et dans le Haut-Rhin,
une nouvelle agression de sapeurs-pompiers est signalée à Saint-Amarin. Évidemment, ces faits ne sont pas de même nature, mais ils renvoient tous à une même réalité. La sécurité civile ne peut pas reposer sur des agents qu'on expose sans les protéger correctement. La protection des sapeurs-pompiers, ce n'est pas seulement la protection respiratoire, la protection thermique ou la protection balistique dans certains contextes. C'est aussi la qualité du cadre de travail, la protection fonctionnelle, la lutte contre les violences et le respect de l'intégrité des personnels. Autrement dit, on ne peut pas prétendre protéger la population durablement si l'on n'est pas capable de protéger correctement celles et ceux qui interviennent. On l'a vu dernièrement avec le plan de lutte contre les violences faites aux sapeurs-pompiers, préparé par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui était venu le présenter à Toulon. Et je vous invite à reprendre ces 19 mesures dans le détail pour bien vous approprier ce sujet, notamment, encore une fois, si vous apprêtez à passer un concours ou si vous voulez aller simplement plus loin sur le sujet parce que vous en êtes curieux. Enfin, le dernier bloc français. On voit aussi émerger quelque chose de plus positif. Une transformation concrète par l'innovation utile. En effet, le 18 mars dernier, la Gazette des communes met en avant l'expérimentation Fire Tracking en Indre-et-Loire, avec de l'intelligence artificielle utilisée pour détecter plus rapidement les départs de feux de forêt. Un feu devient incontrôlable en quelques minutes. À partir de caméras installées en hauteur, l'intelligence artificielle Fire Tracking analyse les vidéos en temps réel pour détecter et localiser les départs de feu en quelques secondes, à un stade où l'intervention est encore possible pour éviter les catastrophes. Dès la détection, une alerte instantanée est envoyée sur web, mobile et SMS. En accédant à Fire Tracking, la localisation précise apparaît immédiatement sur la carte. En quelques clics, l'utilisateur visualise et évalue la situation afin de confirmer sa criticité, puis décider quel moyen envoyer. Fire Tracking, c'est une IA française et souveraine, déployable en quelques jours, conçue pour faire gagner de précieuses minutes, là où chaque seconde compte. D'un autre côté, le 17 mars, au SDIS 13, un atelier a réuni plusieurs acteurs autour des appels de détresse et des télécommunications opérationnelles, avec en toile de fond le réseau Radio du Futur, RRF. Et le 26 mars, la DGS-CGC communique aussi sur la première réunion 2026 de l'Observatoire national de la santé des agents des SIS. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois sujets ont l'air différents, mais ils dessinent en réalité la même ligne, celle d'une sécurité civile qui cherche à devenir à la fois plus lucide, plus connectée, et plus attentive à la durabilité humaine de son modèle. L'IA, si elle permet de gagner quelques minutes pour un départ de feu, peut produire un effet opérationnel très concret. Pour ce qui est des télécommunications critiques, si elles sont mieux pensées, elles améliorent la fiabilité de l'alerte et la coordination. Et la santé des agents, si elle est enfin regardée sérieusement, devient un vrai sujet de capacité dans la durée. Là encore, le bon réflexe, ce n'est pas de s'enthousiasmer naïvement pour la technologie. C'est de se demander qu'est-ce que ça change réellement sur le terrain. Et en matière de sécurité civile, la bonne réponse est toujours la même. Une innovation n'a de valeur que si elle améliore concrètement la détection, l'alerte, la coordination ou la protection des agents. Quand on dézoome au niveau de l'Europe, le changement d'échelle est immédiat, et largement. On n'est pas seulement dans la transformation des organisations, on est dans la question de la tenue des fonctions vitales sous le choc, avec toujours en arrière-plan la guerre en Ukraine. Le fait majeur, c'est évidemment la poursuite des frappes russes sur des infrastructures critiques, des installations énergétiques, des zones résidentielles et des structures de santé. Un point particulièrement marquant réside dans l'attaque rapportée fin mars à Odessa, avec des dégâts sur une maternité évacuée avec des dizaines de patients, y compris des nouveau-nés. Ce type d'événement doit être lu comme un révélateur de ce qu'est devenue la sécurité civile en contexte de guerre. Quand une maternité est touchée, ce n'est pas seulement un bâtiment qu'on endommage. Au-delà de l'aspect bien évidemment émotionnel d'une maternité touchée, ici, on touche à la capacité de soins, à la continuité hospitalière, à la logique médicale, à l'évacuation, à la protection des plus fragiles, et plus largement, à la confiance de la population dans la possibilité même d'être protégée. L'Ukraine nous montre depuis longtemps que la sécurité civile ne peut plus être pensée seulement comme une capacité de réaction à l'événement. Elle doit être pensée comme une capacité à maintenir les fonctions vitales quand l'environnement entier se dégrade. Et bien évidemment, c'est une leçon très forte pour le reste de l'Europe. Ajoutons aussi un mot sur l'Italie, avec l'avalanche survenue le 21 mars dans le Trentin Haute-Adige, qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Ce type d'événement, une nouvelle fois, n'a évidemment pas le même poids stratégique que la guerre en Ukraine. Mais il reste très intéressant pour la sécurité civile. Il rappelle les contraintes extrêmes du secours en montagne, accès difficile, temporalité courte, recours à l'hélicoptère, exposition des sauveteurs et bien évidemment nécessité d'une lecture terrain très fine. Cela vient s'ajouter aux nombreuses autres avalanches qu'ont connues les massifs montagneux
En France notamment, avec les Alpes et tout ce qui s'est passé en ce début d'année, et à l'approche du printemps, on voit que cela continue malgré tout. Et ça, c'est aussi un rappel utile. Même dans un paysage saturé par les grandes crises géopolitiques, les risques naturels rapides, localisés et très meurtriers restent là, avec des exigences tactiques très fortes. Passons maintenant à l'échelle mondiale, et la quinzaine est beaucoup plus dure. On bascule clairement dans des crises lourdes, très lourdes, souvent imbriquées, où les secours, la santé, la logistique, les déplacements de population et les infrastructures critiques sont touchés en même temps. Le premier bloc mondial, et sans doute le plus important, concerne bien évidemment le Moyen-Orient. Ce qui se joue au Liban dans le contexte de la guerre autour de l'Iran est très instructif pour la sécurité civile. Le 26 mars, Reuters explique que les routes logistiques de l'OMS pour les fournitures médicales d'urgence sont perturbées. Le 28 mars, l'OMS dénonce la mort de 9 paramédics et l'atteinte à plusieurs structures de santé. Et le 31 mars, Reuters évoque cette fois un pays qui se prépare à une crise durable de déplacement avec plus d'1 million de déplacés et des capacités déjà fortement sous tension. C'est un cas d'école. Alors pourquoi ? Parce qu'on y voit très clairement comment une guerre moderne devient une crise totale de sécurité civile. On touche les hôpitaux, on use les personnels, on allonge les routes logistiques, on fragilise l'hébergement, et pour finir, on tend les approvisionnements et on déstabilise les capacités locales des secours. Et à mesure que la crise dure, ce ne sont pas seulement des victimes directes qui augmentent, c'est tout le système de protection qui s'érode. Pour nous, la leçon est très forte. La résilience en temps de guerre, ce n'est pas un concept abstrait. C'est la capacité à maintenir un secours organisé malgré les frappes, malgré les déplacements, malgré la fatigue, malgré la rupture des flux. Deuxième événement majeur, l'incendie industriel en Corée du Sud, à Daejeon, le 20 mars. Le bilan est lourd, 14 morts et de très nombreux blessés. Mais ce qui mérite surtout d'être retenu, c'est la complexité du contexte opérationnel. On parle d'un site industriel avec des contraintes structurelles importantes et la présence de substances dangereuses, notamment du sodium, qui complique la stratégie d'extinction en augmentant le risque pour les intervenants. Vous connaissez tous les problématiques des feux de métaux et le sodium n'y déroge pas. C'est typiquement le genre d'événement qui rappelle que le risque industriel reste un risque de très haute intensité. Pour ce type de feu, la manœuvre n'est jamais standard. Il faut reconnaître, protéger, adapter la tactique, anticiper les réactions de produits, sécuriser les abords, gérer les victimes et parfois renoncer à certaines options offensives pour ne pas exposer inutilement les équipes. C'est aussi très clairement un sujet de prévention industrielle. Et derrière l'intervention spectaculaire, il y a toujours la question en amont, qu'est-ce qui était prévu ? Qu'est-ce qui a manqué et qu'est-ce qui a aggravé la situation ? Autre sujet très important et complètement différent, les inondations au Kenya. Le bilan grimpe fortement sur la quinzaine, avec plusieurs dizaines de morts, puis plus d'une centaine de morts selon les mises à jour relayées par Reuters. L'intérêt sécurité civile de ce type d'événement est très fort, et vous l'avez tous compris avec ce qu'on a subi en France depuis le début de l'année. Parce qu'il montre comment une inondation devient très vite autre chose qu'une simple montée d'eau. Elle devient une crise d'habitat, une crise de mobilité, une crise sanitaire. Et ça finit par devenir une crise énergétique, une crise sociale, et surtout, ça dure longtemps. C'est ce qui épuise les organisations. On commence souvent par le sauvetage, évidemment, puis on passe à l'hébergement, à l'assistance, à la protection, au relèvement et à la remise en état. Autrement dit, dans ce type de crise, la vraie difficulté n'est pas seulement la violence initiale, même si c'est impressionnant, c'est surtout la capacité à tenir dans la durée. Enfin, un dernier point mérite d'être signalé, c'est l'accident sur piste aux États-Unis avec collision entre un avion et un véhicule de secours qui fait 2 morts. Alors, ce type d'événement est malheureusement très instructif parce qu'il rappelle que les environnements très normés, très techniques, très procédurés ne sont jamais totalement à l'abri. Dès qu'il y a une rupture de coordination, de communication ou de conscience de la situation, même un système très encadré peut produire un accident majeur. Et cela, c'est une leçon extrêmement importante pour tous les métiers du secours. La sécurité ne repose pas seulement sur les procédures, elle repose aussi sur leur appropriation, sur la qualité de la coordination et sur la vigilance en situation. En conclusion, et si l'on prend un peu de hauteur, cette deuxième quinzaine de mars 2026 raconte quelque chose de très clair. En France, elle montre une sécurité civile en train de consolider ses bases. Former, préparer, mieux structurer, mieux débattre de sa gouvernance, mieux intégrer les outils, mieux regarder aussi la santé et la protection des populations, et surtout de ses agents. En dézoomant, en Europe, elle rappelle que la résilience ne peut plus être pensée comme un sujet périphérique. Quand les infrastructures vitales sont touchées, c'est tout le système de protection qui est mis à l'épreuve. Et en dézoomant encore plus, à l'échelle du monde, elle montre avec force que les crises les plus dures sont aujourd'hui des crises systémiques. Des guerres, la santé, la logistique, les déplacements, l'énergie, l'hébergement, tout se mélange, tout s'use en même temps. Alors au fond, la leçon est simple, la sécurité civile moderne ne peut plus être pensée uniquement comme une capacité d'intervention. Elle doit être pensée comme une capacité de tenue, de coordination, de continuité et de résilience organisée.
Et c'est probablement l'un des plus grands enjeux des années qui viennent. Merci d'avoir suivi ce point d'actualité. Dites-moi en commentaire quel sujet vous paraît le plus structurant sur cette quinzaine. N'hésitez pas à commenter, à discuter, à échanger, à débattre. Est-ce que c'est la réforme du secours d'urgence, par exemple, qui est un vaste sujet, la préparation européenne, la guerre et ses effets sur les secours, ou encore l'intégration plus concrète de l'IA dans les dispositifs de sécurité civile? Et surtout, vous retrouvez bien sûr la newsletter en PDF dans la description, comme je vous l'ai déjà dit, avec la totalité des liens pour approfondir les sujets évoqués. Alors on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Point Pharos.